Hello, j'espère que vous allez bien. Le 1er janvier dernier, c'était le jour de l'an et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Je vous souhaite de la santé, du bonheur et je vous souhaite comme toutes les années de réaliser vos rêves les plus fous. J'espère que cette nouvelle décennie a bien commencé pour vous et pour votre famille. Mais saviez-vous que le 1er janvier marque aussi la date de l'indépendance d'Haïti? En effet, le 1er janvier 1804, Haïti prend son indépendance et devient la première république noire du monde. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la révolution haïtienne et je vais vous relater de la façon la plus simple possible les événements qui ont mené à l'indépendance de ce qu'on appelle aujourd'hui la République d'Haïti. Alors c'est la 3e vidéo histoire de ma chaîne, donc c'est parti! D'entamer le sujet, je tenais à remercier Mike qui m'a aidé à réaliser le générique que vous venez de voir. Alors ça s'est fait très naturellement. Il est venu me voir sur Instagram, il m'a proposé de me faire un générique et moi j'étais plutôt surprise. Du coup j'ai accepté. Ce sont les vidéos histoires qui me tiennent le plus à cœur en fait en ce moment sur ma chaîne et je lui ai dit que je voulais faire un générique pour mes vidéos histoires. Donc je lui ai dit un peu ma vision, je lui ai envoyé les photos et il a mis en forme ça d'une façon que je n'aurais jamais pu faire. Il a vraiment été très gentil et efficace. Il m'a fait un bouton s'abonner et il est vraiment très doué. Donc si vous êtes un créateur de contenu, n'hésitez pas à le contacter sur Instagram ou par mail. Je vous mettrai ces informations juste là. Il a aussi une chaîne YouTube, donc allez vous abonner à sa chaîne. C'est un Haïtien qui documente sa vie en Chine. Sa chaîne est vraiment très intéressante. Donc n'hésitez pas à le rejoindre sur YouTube mais aussi sur Instagram. Maintenant que les annonces sont terminées, on peut passer au vif du sujet. Et pour parler de la révolution haïtienne, il faut se rendre sur l'île d'Hispaniola, une grande île de la Caraïbe. Et Saint-Domingue, plus précisément, est situé sur le tiers occidental de l'île Hispaniola. L'est de l'île est occupé par les Espagnols, il s'agit de Santo Domingo. Et justement, c'est durant la période dont nous allons parler que les limites, la frontière qui partage la partie française de la partie espagnole, deviennent des limites à déterminer. Premièrement, Saint-Domingue est une colonie et il s'agit tout simplement de la colonie la plus importante de l'empire colonial français. C'est pour cela qu'elle est surnommée la perle des Antilles. On dit de cette colonie qu'elle est le fleuron de l'empire colonial français, tout simplement parce qu'il s'agit d'un géant dans la production du sucre, une denrée très demandée dans la métropole. Mais on y cultive aussi en abondance du cacao, de l'indigo, du café. Saint-Domingue représente selon certaines sources plus d'un tiers de la richesse produite par la France. Alors, ce commerce colonial est soumis à une règle, celle de l'exclusif. L'exclusif est un système qui est introduit par Colbert et qui établit un monopole entre la colonie et la métropole, un monopole de commerce. En d'autres termes, la colonie n'a pas le droit de commercer avec d'autres pays, elle est obligée de commercer uniquement avec la métropole. La métropole fixe les prix et ça lui permet de garder un contrôle sur sa colonie. À Saint-Domingue, on va retrouver deux autorités sur place. Il y a tout d'abord le gouverneur et il y a l'intendant. Le gouverneur est le détenteur de l'imperium, c'est-à-dire qu'il va commander les armées, il a des responsabilités militaires, il est tout simplement le responsable de l'ordre public. L'intendant de son côté, il rend la justice, il est responsable de la police et il est le chef aussi des administrations locales. La ville principale est le Cap Français et c'est là qu'y résident les gouverneurs. Mais depuis 1751, la ville de Port-au-Prince devient la capitale administrative. Ensuite, Saint-Domingue, c'est une société très hiérarchisée. Déjà, Saint-Domingue, c'est entre 450 000 et 500 000 habitants au total. Alors, les historiens ne sont pas nécessairement d'accord sur ce nombre, mais on s'accorde bien souvent à dire que
que Saint-Domingue était peuplé de 450 000 à 500 000 personnes. Les esclaves africains représentent 89% de la population. Pour remplacer la main-d'œuvre amérindienne qui a été exterminée, des Africains ont été déportés depuis l'Afrique vers Saint-Domingue, vers l'Amérique, dont Saint-Domingue, et ils ont été mis en esclavage pour travailler dans les plantations. Les esclaves sont soumis au Code noir. Le Code noir est élaboré par Jean-Baptiste Colbert entre 1616 et 1683. Il est ensuite promulgué par Louis XIV en 1685. Il s'agit d'un édit dont on dit vouloir protéger, vouloir améliorer les conditions des esclaves. Personnellement, je ne partage pas cet avis. Les esclaves, comme le dit le Code noir, sont des biens meubles. Le maître d'esclaves a le droit de vie ou de mort sur sa possession. Ils font l'objet de travaux forcés dans des conditions inhumaines. Bref, je ne vais pas m'attarder sur les sévices que subissent les esclaves ou leurs mauvaises conditions, bien qu'il soit important d'en parler, parce que je suis sûre que vous avez déjà vu un film, un reportage, un documentaire qui parlait des mauvaises conditions de vie des esclaves. Les planteurs, les maîtres d'esclaves sont la seconde catégorie sociale qu'on retrouve à Saint-Domingue. Ils représentent 6% de la population. Ce sont les propriétaires terriens qui ont introduit à Saint-Domingue ce système de plantation et qui cultivent principalement la canne à sucre. Ils sont aussi appelés les blancs. Il faut tout de même nuancer en fait cette catégorie, parce que dans cette même catégorie de planteurs de blancs, on retrouve des grands blancs et on retrouve des petits blancs. Les grands blancs, ce sont les blancs, les Français, qui ont une présence à Saint-Domingue un peu plus ancienne. Ils se sont enrichis grâce au commerce. Plus la colonie de Saint-Domingue rayonne, plus de nouveaux blancs venant de la métropole vont vouloir s'installer à Saint-Domingue pour y faire fortune. Mais arrivés sur place, beaucoup font faillite et sombrent dans la pauvreté. Et c'est pour ça qu'on fait la différence entre les grands blancs qui sont extrêmement riches et les petits blancs qui sont de petits ouvriers, de petits fonctionnaires qui n'ont pas les mêmes richesses en fait que les grands blancs. La troisième catégorie sociale qu'on trouve à Saint-Domingue, ce sont les libres de couleur. Les libres de couleur, ce sont d'anciens esclaves qui ont pu racheter leur liberté ou à qui on a accordé la liberté. Dans cette même catégorie, on va aussi nuancer parce qu'on retrouve une sous-catégorie des libres de couleur qui sont les mulâtres. Les mulâtres, ce sont des individus qui sont nés d'une relation entre un blanc et un noir. Bien souvent, c'est une relation entre un blanc et une noire. C'est une catégorie qui numériquement tend à se confondre avec les blancs. Ils représentent 5% de la population saint-domingoise. D'ailleurs, cette catégorie est de plus en plus instruite. Elle s'est enrichie grâce au commerce et en termes de richesse, c'est une catégorie qui tend à se confondre avec la catégorie des blancs. Mais il faut rappeler que 90% de l'économie de l'île est orientée vers le système de plantation. Donc pour s'enrichir, il faut posséder une plantation et posséder des esclaves. Donc bien souvent, on va retrouver des libres de couleur qui possèdent des esclaves et qui ont des plantations. Cependant, ce sont les terres qui ont le moins de potentiel, qui ont le moins de rendement qui leur sont attribuées. On leur donne les terres qui ont le moins de productivité, on leur donne les terres les plus rocailleuses parce que les meilleures terres de la colonie sont réservées aux blancs. De plus, les libres de couleur se voient interdire l'exercice de certaines professions. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'être avocat, ils n'ont pas le droit d'être médecin, parce qu'en fait, il faut se mettre dans la mentalité de l'époque. Il est impensable en fait pour un blanc d'être ausculté par une personne de couleur. Et ça ne s'arrête pas là parce que les libres de couleur doivent faire signe de révérence devant un blanc lorsqu'il le croise par exemple dans la rue et il doit l'appeler monsieur, madame. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'appartenir à la catégorie des libres de couleur c'est vivre la belle vie. Non, ils sont aussi discriminés. Ce sont surtout les petits blancs qui vont voir dans la catégorie des libres de couleur une menace parce qu'ils se sentent menacés par leur ascension sociale et économique. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont les plus virulents, ils vont multiplier les actes d'humiliation envers les libres de couleur. Enfin, Saint-Domingue est une société qui repose sur le préjugé de couleur. Le préjugé de couleur, c'est la distinction en fait avec les différentes teintes de couleur qu'on peut trouver dans une même colonie. Les blancs eux-mêmes, dans leur catégorie, ils cherchent à se distinguer. Alors, on a dit qu'il y avait les petits et les grands blancs. Mais dans la généalogie des blancs, il faut prouver qu'on n'a pas été mélangé, que le sang est resté pur pour pouvoir jouir de certains privilèges. D'ailleurs, les libres de couleur vont aussi chercher à se distinguer des esclaves et ils vont embrasser des carrières militaires dans l'armée. C'est une voie qui favorise l'ascension sociale. Et forcément, les esclaves sont la base en fait de cette pyramide des couleurs. Tout
d'abord, les Blancs, bien que dans une position privilégiée, ont aussi des revendications. Ils désirent mettre un terme au système de l'exclusif et veulent une autonomie vis-à-vis de la métropole sur le modèle américain. D'ailleurs, ils sont très admiratifs des patriotes américains. Certains d'entre eux considèrent qu'ils pourraient davantage s'enrichir s'ils pouvaient commercer avec la république voisine naissante, les États-Unis. L'exclusif est perçu comme tyrannique par les planteurs et c'est pour ça que dans un premier temps, ils vont soutenir la Révolution française. Dans un premier temps, il faut se rappeler que bien souvent les planteurs sont endettés auprès des maisons de commerce métropolitaines parce qu'il y a des systèmes d'emprunt qui sont mis en place et ils dénoncent ce qu'ils appellent le despotisme ministériel. Les maisons de commerce sont tout simplement les institutions qui organisent le commerce entre la métropole et la colonie. Les Blancs ont une méfiance accrue envers la Société des Amis des Noirs parce que la Société des Amis des Noirs veut l'abolition progressive de l'esclavage et l'égalité immédiate entre les Blancs et les libres de couleur. Accorder la liberté aux esclaves serait vraiment terrible pour l'économie et la richesse des planteurs parce que les esclaves sont le carburant, si on peut dire, de ce système de plantation. D'ailleurs, durant la Révolution française, ils désirent être représentés lors des États généraux pour y défendre leurs intérêts. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à faire accepter 6 de leurs députés à l'Assemblée constituante. Alors, on va faire un petit point sur la Révolution française, vite fait, bien fait. En métropole, pendant la Révolution française, il faut savoir qu'il y a plusieurs assemblées qui vont se succéder. Il y a eu tout d'abord l'Assemblée nationale constituante de juin 1789 à septembre 1791. Il y a eu l'Assemblée législative d'octobre 1791 à septembre 1792 et la Convention de septembre 1792 à octobre 1795. Il faut garder ça en tête pour bien comprendre la suite des événements. Les planteurs vont aussi mettre en place un lobby esclavagiste pour défendre leurs intérêts. Pour ce faire, ils fondent le club de l'hôtel de Massiac le 20 août 1789. Les Blancs élisent aussi à Saint-Domingue une assemblée censée se substituer au pouvoir du gouverneur. Cette assemblée située au Cap Français contraint le gouverneur de quitter l'île le 25 août 1789. Une émeute pousse aussi l'intendant Barbé de Marbois de quitter l'île le 26 octobre de la même année. C'est vraiment un moyen pour les planteurs de se débarrasser des autorités qui sont sur place et d'autonomiser Saint-Domingue à leur profit. À partir de novembre, les Blancs se réunissent pour élire leur assemblée provinciale. Il y a celle du Cap, il y a celle de Port-au-Prince, il y a celle des Cayes. En juillet 1790, l'assemblée de Saint-Marc ouvre les ports de Saint-Domingue aux commerces étrangers. Et comme je vous l'expliquais, c'est une entorse au sacro-saint exclusif colonial. Justement, leur but est d'établir une liberté de commerce. Mais ils ne s'arrêtent pas là parce que les Blancs élisent, sans les libres de couleur bien sûr, une assemblée qui se veut encore supérieure à l'autorité du gouverneur et ils se dotent d'une constitution. Alors là, on est clairement dans un projet autonomiste. Il est clair que ce petit projet d'autonomisation de Saint-Domingue, la métropole ne le voit pas d'un très bon œil. C'est tout simplement vu en métropole comme un projet de sédition. Les autorités s'allient aux libres de couleur et réussissent à faire renverser ces différentes assemblées. Ensuite, on arrive aux revendications des libres de couleur. Et les libres de couleur, ils cherchent de plus en plus à se faire entendre. Je vous le disais, les libres de couleur, c'est une catégorie qui est de plus en plus instruite. Et durant le même moment, parallèlement, se déroule la Révolution française en métropole. Donc les libres de couleur entendent des idéaux comme fraternité, égalité, liberté, et ils veulent que ces idéaux s'appliquent aussi à leur catégorie. Les libres de couleur veulent l'égalité avec les Blancs. C'est précisément parce que les Blancs de Saint-Domingue refusent d'appliquer le décret du 28 mars 1790, un décret qui donne le droit de vote à toute personne libre, peu importe sa couleur, de 25 ans accomplis, possédant un immeuble, que les libres de couleur vont se révolter. Parce qu'ils remplissent toutes les conditions pour avoir le droit de vote, mais se voient refuser par les Blancs de Saint-Domingue le droit de vote. C'est alors que Vincent Auger, un mulâtre, rentré de la métropole en octobre 1790, décide avec son complice Jean-Baptiste Chavannes de rassembler autour de lui 300 mulâtres. Ils les arment et ils organisent une révolte pour exiger des Blancs de Saint-Domingue l'égalité.
Ces troupes sèment l'agitation dans les plaines du Nord et pillent les habitations. Rapidement, ils sont dispersés par les planteurs et Vincent Auger, qui s'était réfugié dans la partie espagnole, est livré par les Espagnols. 200 d'entre eux sont capturés et après un procès sommaire, ils sont condamnés au supplice de la Roue le 26 février 1791. Mais le combat institutionnel pour l'égalité des Blancs et des libres de couleur ne se termine pas là, parce qu'il y a des personnalités comme l'abbé de Grégoire qui vont se battre pour cette égalité. Du 13 au 15 mai 1791 se tiennent des débats houleux à l'Assemblée constituante et on confère le statut de citoyen pour tout libre de couleur qui est né de parents libres. Enfin, on va passer aux revendications des esclaves. Les esclaves veulent tout simplement la fin de l'esclavage, c'est tout à fait logique. Ils veulent une amélioration de leurs conditions de vie, ils veulent posséder un lopin de terre, travailler la terre sur le modèle des paysans que l'on trouve en métropole, payer des impôts, etc. Le 14 août 1791, dans la plantation Le Normand, va se produire un grand rassemblement d'esclaves. Plus précisément dans la forêt Bois-Caïman, les esclaves se réunissent et mettent en place un projet d'insurrection générale. Ce projet est mis sur pied par celui qu'on appelle Boukman. Alors, je vous ai déjà fait un point sur la cérémonie Bois-Caïman et les événements qui se sont déroulés pendant cette nuit-là. Donc, je vous mettrai un lien juste là pour que vous alliez voir cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations sur la cérémonie de Bois-Caïman. Mais grosso modo, les esclaves jurent fidélité à Boukman, ils décident de donner leur vie en fait pour mener à bien cette insurrection. Et dans la nuit du 21 au 22 août, les esclaves se retournent contre leurs planteurs qu'ils tuent et brûlent leur plantation, le symbole en fait de leur statut servile. Il ne faut pas négliger dans cette insurrection le rôle qu'ont joué les marrons. Les marrons, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, ce sont des esclaves qui ont fui dans les montagnes pour échapper à l'esclavage. Alors que Boukman et ses troupes avancent vers le Cap Français, il est mis en déroute par les planteurs et on expose sa tête, on le tue et on expose sa tête plusieurs jours au Cap Français pour briser le mythe d'invulnérabilité qui s'était créé autour de sa personne. Boukman est neutralisé, mais ses lieutenants, Jean-François Papillon et Biassou, lui succèdent. La grande révolte qui fait suite à la cérémonie de Bois-Caïman se transforme en une insurrection durable et structurée. Et surtout, la révolte s'étend à l'ensemble de la colonie. C'est à ce moment-là que Toussaint entre en scène. Alors, où était-il pendant la Grande Révolte? Eh bien, il y a plusieurs courants historiographiques à ce sujet. Il semblerait que Toussaint, un libre de couleur, soit retourné chez son ancien maître, le baillion de Liberta, pour le mettre en sécurité. En métropole, l'Assemblée législative, rappelez-vous, il y a plusieurs assemblées qui se succèdent, instaure l'égalité civique entre les blancs et les libres de couleur le 4 avril 1792. Les nouvelles de la situation de trouble, la situation chaotique qu'il y a à Saint-Domingue parviennent aux oreilles de la métropole. Et c'est pour cela qu'ils vont envoyer une commission civile, celle de Sontonax, Paul Vérel et Lalo, pour rétablir l'ordre dans la colonie. Cette commission civile est envoyée le 17 septembre 1792. Elle est appuyée par le corps expéditionnaire de Rochambeau pour y faire appliquer la loi du 4 avril dernier. La commission civile a pour but de dissoudre les assemblées coloniales et de combattre les insurgés. Par ailleurs, entre février et mars 1793, la France entre en guerre contre l'Angleterre, la Hollande, puis l'Espagne. La situation se tend davantage sur place parce que les planteurs veulent un transfert de souveraineté à l'Angleterre. Ils ne veulent plus faire partie de l'empire colonial français, ils ne veulent plus être en lien avec la France, ils veulent passer du côté anglais. Coup de théâtre, le nouveau gouverneur Galbaud s'allie aux Blancs pour renverser la commission civile. Durant cette période, il ne faut pas voir les conflits coloniaux comme des guerres dérivées, mais ils sont vraiment les enjeux centraux de conflits plus global. Ainsi, les Espagnols vont essayer de faire jouer du système d'alliance, et c'est pourquoi ils vont intégrer dans leurs armées les chefs noirs insurrectionnels. Parce que rappelez-vous, les esclaves sont en insurrection, et il y a divers chefs noirs qui ont émergé. Ils sont souvent d'ascendance royale, et ils ont été capturés dans le cadre de guerre. Donc ce sont des hommes qui connaissent la pratique de la guerre. Et c'est vraiment une stratégie de guerre qui va pousser l'Espagne à s'allier à ses chefs rebelles pour contrecarrer les plans de l'empire colonial français. Et pourquoi pas par la suite mettre la main sur la partie occidentale de l'île.
Donc des personnalités comme Toussaint Louverture ou Biassou vont s'allier à la partie espagnole. Et à ce moment-là, Toussaint est à la tête de 50 000 esclaves qu'il a transformés en une armée régulière. Ce conquérant réussit aussi à se débarrasser de Jeannot, un chef insurrectionnel dont l'influence grandissait aussi à ce moment-là dans la colonie. Toussaint, Spartacus Noir, ce sont autant de noms qu'on va attribuer à Toussaint Louverture et c'est à ce moment-là qu'on va commencer vraiment à l'appeler Toussaint Louverture en raison de ses batailles valeureuses qu'il a gagnées. Les Anglais sont aux portes de Saint-Domingue et le 21 juin 1793, Paul Vérel et Sonthonax vont lancer un appel aux esclaves. On va proposer aux esclaves la liberté en échange de s'engager dans l'armée pour défendre la République française. La métropole pense qu'elle peut encore sauver la colonie de Saint-Domingue et elle met tout en œuvre pour ce faire. Mais les Anglais, ils avancent et ils occupent déjà plusieurs ports de Saint-Domingue. Le fort de paix est assiégé par les Anglais en 1794. Sonthonax prend l'initiative d'accorder la liberté aux esclaves de son propre chef. Il n'avait pas reçu ses ordres de l'Assemblée. C'est devant l'urgence de la situation que Sonthonax voit en fait qu'il faut accorder, proposer quelque chose comme la liberté aux esclaves pour que ces derniers décident de rejoindre les forces de la commission civile. Mais cette décision dans l'urgence est prise sans l'autorisation de la métropole. Sonthonax décide d'envoyer 3 députés de Saint-Domingue à la Convention pour les mettre au courant de la décision qui a été prise. Donc il envoie le député Jean-Baptiste Mills, Jean-Baptiste Bellé et Louis-Pierre Dufay. Donc il s'agit de députés blancs, mulâtres et noirs. À leur arrivée en métropole, ils sont très mal accueillis par la Convention, ils sont même enfermés. On parvient à les libérer parce que je vous rappelle que Sonthonax avait pris cette initiative sans l'autorisation de la Convention. Devant l'avancée des Anglais, la Convention ne va pas avoir le choix que de s'allier avec la décision qu'avait prise Sonthonax. Le 16 pluvieuse en 2, le 4 février 1794, la Convention nationale abolit pour la première fois dans l'Empire colonial français l'esclavage. Mais voilà, ce sont des hommes libres, en fait, à qui on a accordé légalement l'abolition de l'esclavage. Parce que, comme je vous le disais, les esclaves étaient en insurrection, ils sont dans les montagnes, ils sont en fuite, ils tuent leurs planteurs, ils sont libres en fait. Donc Sonthonax, il a accordé la liberté générale, il va armer les nouveaux libres et ils vont attaquer les royalistes, les colons. Et beaucoup d'historiens s'accordent à dire que ce n'est pas par bonté de cœur que la Convention nationale a aboli pour la première fois dans l'Empire colonial français l'esclavage. Bien évidemment, on ne peut pas mettre de côté le caractère humaniste de la première abolition. Ce serait tomber d'un extrême à l'autre. En somme, l'insurrection générale était nécessaire pour faire émerger chez les Noirs, chez les esclaves, des chefs insurrectionnels. Cependant, le courant esclavagiste était aussi nécessaire pour qu'à Paris, on franchisse le pas de l'abolition de l'esclavage. Mais bon, vous avez compris, mais j'insiste un peu, la Convention a apporté le caractère légal à cette liberté des esclaves. Mais dans les faits, les esclaves étaient déjà libres. Devant cette alliance de liberté générale, des généraux comme Toussaint Louverture ou Villatte vont décider de se rallier à la République française. Ils se retournent contre les Espagnols qu'ils repoussent à la frontière, mais aussi contre les chefs insurrectionnels noirs qui sont restés fidèles aux Espagnols. Parce que la métropole n'a pas trop apprécié le comportement de Sonthonax, les commissaires civils sont arrêtés et envoyés en France. Durant cette période, il est indéniable que les gouverneurs peinent à maintenir l'ordre dans la colonie. Et ils doivent compter sur des généraux tels que Toussaint pour le maintien de l'ordre. Le 22 octobre 1795, Toussaint passe le grade de général de brigade. Il est nommé par la Convention pour les services qu'il a rendus à la République et parce qu'il a sauvé le général Lavaux d'une révolte du Cap, il est promu au titre de lieutenant général en mars 1796. Lavaux veut mettre en place un plan défensif pour la colonie quand Sonthonax était plutôt dans l'offensive. Son but est aussi de créer une cohésion civile entre les différents citoyens de la colonie. En effet, les nouveaux libres, donc les anciens esclaves, sont obligés de retourner travailler non gratuitement chez leurs anciens maîtres. Au départ, les planteurs ne voulaient pas payer les esclaves, mais à un moment donné, ils ont été obligés de le faire. Et le plan de Lavaux, c'est de faire tout ce beau monde aimer et respecter la République. Le maintien du travail dans la plantation est primordial pour le bon fonctionnement de la colonie, parce que c'est ce commerce en fait de plantation
raison qui permet au gouverneur de se ravitailler en poudre pour défendre la colonie. Parce que toute cette agitation, toutes ces insurrections, toutes ces plantations qui ont été brûlées ont mis en péril l'économie de Saint-Domingue. Toussaint et Villatte, dont je vous parlais juste avant, sont tous les deux les seconds du gouverneur Lavaux. Et Toussaint, dans son cheminement vers la plus haute fonction de la colonie de Saint-Domingue, veut se débarrasser de Villatte. Il va organiser un complot pour éloigner Villatte. Il va accuser Villatte, un mulâtre, de faire un complot pour placer les mulâtres à la tête de la colonie. Villatte tombe lors de ce complot et il est enfui. Donc ça rapproche Toussaint Louverture un peu plus de la fonction de gouverneur. En métropole, Sonthonax a passé quelques mois en prison, il échappe à la pendaison, il est libéré et pour vérifier sa sincérité, sa fidélité, on décide de le renvoyer à Saint-Domingue. Cette commission civile est censée aider les nouveaux citoyens dans l'apprentissage de la souveraineté. Mais Toussaint voit de mauvais œil l'arrivée de Sonthonax. Sonthonax est encore expulsé de la colonie à cause d'un complot qui a été bien ficelé par Toussaint Louverture et Toussaint parvient à mettre la colonie hors d'état de nuire par les Anglais. Maintenant que Toussaint Louverture s'est débarrassé de Sonthonax, il peut se concentrer sur la fonction de gouverneur. Et pour cela aussi, il faut mettre de l'ordre dans les chefs insurrectionnels qui sont sur place. Il y a la guerre de couteau qui va opposer Toussaint Louverture et Dessalines à Rigaud et Piétion, les chefs insurrectionnels. C'est un conflit qui va opposer des Noirs et des mulâtres. Parce que dans l'armée indigène, il faut faire la distinction entre les créoles et les bossals ou les Congos. Les bossals ou les Congos sont d'anciens esclaves qui sont nés en Afrique, qui sont souvent d'ascendance royale comme je vous le disais et qui ont une formation militaire. Ils se méfient fortement des créoles. Et ce sont vraiment deux visions différentes qui vont s'affronter et deux projets pour la colonie de Saint-Domingue. Parce que on a d'un côté les bossals qui veulent rompre avec le système esclavagiste et on a aussi les créoles qui ne sont pas contre le fait que le système qui est en place persiste et subsiste. Néanmoins, il ne faut pas réduire cet affrontement à une simple guerre de couleurs, parce qu'il est plutôt question d'une guerre pour le contrôle du territoire. Les mulâtres perdent 1000 d'entre eux et Toussaint remporte le conflit en s'emparant de la ville de Jacmel dans le sud de la colonie. Finalement, Toussaint Louverture réussit à se hisser au poste de gouverneur de l'île et le 9 mai 1801, l'Assemblée centrale de Saint-Domingue adopte une constitution autonomiste. C'est bien sûr Toussaint Louverture qui est à l'initiative de cette nouvelle constitution, une entorse au système de l'exclusif, encore une fois, et Toussaint Louverture se voit attribuer des pouvoirs exceptionnels. La même année, Toussaint Louverture s'empare de la partie espagnole de l'île. Je suis un soldat. Je ne crains pas les hommes, je ne crains que Dieu. S'il faut mourir, je mourrai en soldat qui n'a rien à se reprocher. Et bien entendu, la métropole va se rendre compte du projet autonomiste de Toussaint Louverture. Parallèlement, Bonaparte est arrivé au pouvoir et il s'est donné l'objectif de mettre de l'ordre dans les colonies. Pour ce faire, il va envoyer à Saint-Domingue un corps expéditionnaire commandé par le général Leclerc en 1802. De mars à juin, l'armée coloniale de Saint-Domingue, qui a à sa tête Toussaint Louverture, et le corps expéditionnaire de Leclerc s'affrontent. Toussaint Louverture ainsi que Dessalines vont connaître quelques défaites. Dessalines et Christophe sont en fuite et Toussaint Louverture va être capturé par le général Leclerc. Toussaint Louverture est capturé, on le met sur le bateau de la déportation pour l'envoyer en métropole et lorsqu'il quittera l'île de Saint-Domingue, il dira « En me renversant, on a renversé à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. » Mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Toutefois, le corps expéditionnaire de Leclerc était chargé d'une mission secrète, rétablir l'esclavage dans les colonies. Mais voilà, le corps expéditionnaire de Leclerc est frappé par la fièvre jaune et Leclerc va mourir lors de cette expédition de cette épidémie. Lorsque le général Leclerc meurt, c'est le général Rochambeau qui va prendre le commandement des opérations. Un gouvernement indépendantiste est formé dans la petite rivière de l'Artibonite le 22 octobre 1802. Et c'est à ce moment précis qu'on entre vraiment dans une logique d'indépendance avec la volonté de créer l'État haïtien. C'est
aussi à ce moment-là qu'on peut parler de l'union des Noirs et des mulâtres. Et pour symboliser cette union, on va tout simplement prendre le drapeau français. La légende dit que ce serait Dessalines qui aurait déchiré la partie blanche du drapeau français. On aurait cousu la partie bleue et la partie rouge pour symboliser l'union des Noirs et des mulâtres. La partie bleue symbolise les Noirs et la partie rouge symbolise les mulâtres. Et on va coudre ces deux parties entre elles pour symboliser cette union, pour former cette union. Le commandant suprême des opérations n'est nul d'autre que Dessalines. Je ne veux garder avec moi que des braves, que tous ceux qui veulent redevenir des esclaves français sortent de ce fort, que ceux qui au contraire veulent mourir en hommes libres se rangent autour de moi. À chaque fois que je lis ou que j'entends cette citation, j'ai des frissons. Et c'est une guerre sans merci qui se met en place. Chaque camp cherche à exterminer le camp d'en face. Dès mars 1803, force est de constater que le corps expéditionnaire français a reculé. Le 18 novembre 1803 a lieu la fameuse bataille de Vertières. C'est une bataille déterminante dans cette guerre coloniale. En réalité, toutes les batailles à ce stade des événements sont importantes pour la victoire. Mais il est vrai que l'historiographie haïtienne a érigé la bataille de Vertières comme la bataille déterminante de toutes les opérations. Donc en vue de ce fait, j'ai prévu de vous faire un épisode qui sera dédié spécialement à la bataille de Vertières. Il s'agira de vous faire une vidéo de récit militaire pour vous raconter cette guerre. J'ai vraiment hâte. Le 19 novembre 1803, un plan d'évacuation est signé entre Rochambeau et Dessalines pour faire évacuer la ville du Cap Français. Attention, ce ne sont pas simplement d'anciens esclaves qui ont vaincu les armées napoléoniennes. Il s'agit d'esclaves, d'anciens esclaves convertis en une armée régulière. Donc les idées comme quoi l'armée haïtienne n'était pas organisée, n'avait pas d'armes, ce n'est pas vrai. Il est vrai que les armées haïtiennes, les armées de Dessalines, étaient moins armées que le corps expéditionnaire français. Mais de là à dire que les armées de Dessalines n'avaient pas d'armes, c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. Parce qu'il y avait une réelle stratégie, il y avait une réelle armée qui était en place. Et ils ne sont pas partis à l'aveuglette face au corps expéditionnaire français. Tout était organisé, tout était calculé et tout était millimétré. Et c'est toute la société haïtienne qui est engagée dans les combats. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Toute la société est mobilisée pour la liberté. Ce sont des femmes et des hommes qui refusent d'être tout simplement réifiés de nouveau et d'être réduits en esclavage. Peu à peu, comme je vous le disais, les armées napoléoniennes reculent et l'indépendance est proclamée le 1er janvier 1804. Et le nouvel État se dote d'une nouvelle constitution. C'est la création de l'État haïtien, la République d'Haïti, la première république noire. Le nom de baptême de cette nouvelle nation est Haïti, Haïti ou Bahiti. Dessalines a tout simplement décidé de reprendre le nom que les Amérindiens qui peuplaient l'île avant l'arrivée des Européens avaient donné à l'île d'Hispaniola. Et donc ça signifie dans leur langue le pays montagneux. Et j'ai trouvé ça vraiment très ingénieux quand on sait les réelles raisons en fait qu'il y a derrière ce choix. Il y a cette volonté de rendre hommage aux Amérindiens qui ont été exterminés par les Européens, mais il y a aussi la volonté de s'inscrire dans la continuité des Amérindiens qui ont peuplé les premiers l'île. Parce que les colons, les blancs, la métropole, la France, pour justifier sa présence sur l'île, fait référence à l'époque des flibustiers. Et il faut savoir que les flibustiers sont arrivés après les Amérindiens. Donc pour les nouveaux libres, la nouvelle République d'Haïti, s'inscrire dans la continuité, non pas des flibustiers, mais des Amérindiens qui étaient là avant les flibustiers, c'est se donner ce caractère légitime sur cette partie de l'île. La révolution haïtienne a réécrit dans l'histoire de l'humanité en caractère gras le mot liberté. C'est un pas en avant dans l'égalité parce que l'égalité de couleur, mais c'est aussi une égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'il faut savoir que durant la révolution haïtienne, les femmes servaient dans l'armée. Les femmes se sont aussi battues, les femmes avaient des postes à haute responsabilité et les femmes étaient très impliquées et respectées. La révolution haïtienne n'a tout simplement pas fermé les yeux sur la condition féminine.
Comme l'avait prédit Toussaint Louverture dans la citation que je vous avais dit juste avant, la révolution haïtienne a ouvert la porte et a posé les bases de ce qu'on appelle la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes et la liberté des peuples d'être libres. Parce que Haïti a servi de tête de pont à de nombreux pays pour prendre leur indépendance. On pense aux pays d'Amérique latine, la Bolivie, l'Argentine, la Colombie, mais on pense aussi à des États européens comme la Grèce qui a eu besoin d'Haïti pour avoir elle aussi son indépendance. J'ai beaucoup de respect pour le combat qu'ont mené ces hommes et ces femmes et il me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que je veux mettre en lumière, je ne laisserai jamais la mémoire de ces hommes qui se sont battus pour notre liberté sombrer dans l'oubli. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, rejoignez-moi sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus active. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos histoires sur ma chaîne, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.